Je m'appelle Tristan Lejeune, je suis millionnaire et j'aurai 27 ans dans quelques jours. C'est le bon timing pour faire un point rapide sur les meilleurs moments de ma vie pour avoir une vision claire de l'influence de l'argent et du fait d'être millionnaire dans mon niveau d'épanouissement, de plaisir, de bonheur au cours des 15 dernières années. Alors, pour le contexte, j'ai grandi dans une famille pauvre, j'avais seulement 4 300 euros à mon nom à 21 ans en août 2019. Cette chaîne YouTube est un carnet de bord public sur lequel je partage mes investissements et mes réflexions. Je n'ai rien à vous vendre. Donc, les meilleurs moments de ma vie, sachez qu'il n'y a pas de tri. Je me suis assis et j'ai écrit mes souvenirs comme ils venaient, sans ordre chronologique, sans hiérarchie de plaisir ou de bonheur, juste naturellement, comme ça sortait. Tagaïtaï avec mon frère en 2024, donc l'année dernière. En novembre 2023, j'ai quitté l'Europe de l'Est, j'ai déménagé. Je suis parti d'Europe de l'Est parce que l'évolution forcée par l'Union européenne là-bas poussait vers une trajectoire avec laquelle je suis en profond désaccord et vous pouvez imaginer facilement pourquoi. Pendant 2 mois, je suis passé par la France avant de repartir vers l'Asie où je pensais m'installer donc début 2024. Un soir, j'étais en vacances à Rome avec ma grand-mère et j'ai eu mon frère au téléphone. On a conclu dans cet appel qu'il devait quitter la fac, rendre son appartement rapidement et partir en Asie avec moi et mes potes début janvier 2024. Donc c'était la fenêtre d'opportunité à pas louper pour faire cette aventure ensemble. Initialement, il devait travailler pour moi pendant le voyage, mais bon, ça n'a pas matché. Donc, il est resté 4 mois avec moi en Asie à travailler sur ses propres projets, mais globalement, on vivait ensemble et on passait l'écrasante majorité de notre temps ensemble en Asie. A posteriori, les 4 mois entiers étaient particulièrement plaisants. Le début a quand même été rythmé par le travail sérieux en semaine et la fête non-stop les week-ends. Bangkok oblige, surtout que moi ça faisait quasiment 14 mois que j'étais pas allé en Asie. Donc voilà, vous imaginez quand c'est passé. Je précise Tagaytay dans le souvenir ici parce que au milieu du voyage, on s'est retrouvé à Manille pendant un mois dans des appartements séparés. Alors on était à Makati, mais Manille c'est quand même relativement de la merde. Donc, on était dans des appartements pourris, dans une ville franchement pourrie. À part BGC à Manille, ça vaut absolument pas le coup. La nourriture est horrible, sans exagérer. Et grosso modo, je faisais que bosser, m'entraîner, dormir et subir. D'autant plus que pendant cette période-là, mon frère a décidé de ne boire, de ne pas boire d'alcool, et on était que tous les deux à Manille. On était avec mes amis à Bangkok, on était avec mes amis après à Phuket et au Vietnam et au Cambodge, mais j'étais tout seul avec mon frère à Manille et je connaissais personne à Manille et mon frère ne buvait pas d'alcool. Donc c'était franchement très ennuyant. Je faisais que bosser, m'entraîner, dormir et subir. Je ne sortais quasiment pas de l'appartement pourri, c'était vraiment un appartement de merde dans Makati, alors pas dans le sens où le building était pourri, mais vraiment l'appartement, la seule source de luminosité était obstruée par un autre building en face, donc en fait j'étais sous lumière artificielle toute la journée. Et je me suis enfoncé dans la boucle où je sortais quasiment pas. Donc j'avais juste dans l'idée de purger ma peine à Manille, de le voir un peu comme une peine de prison, pardon, et de reprendre la vie normale en arrivant à Phuket un mois après et profiter de ce contraste, de ce mois pourri à Manille. Mais au bout de 2 semaines, dans cet enfer, mon frère m'a forcé à prendre un bus pour aller à Tagaytay pendant 2 jours. Donc je crois que c'était 2 heures, 2 heures et demie de bus de Manille. Et c'est le contraste de la vie misérable à Manille versus le soleil, la nature, le relief et le grand air à Tagaytay qui m'a frappé. Et même la bouffe était correcte à Tagaytay. Et le meilleur moment de cette excursion, c'était en terrasse du Starbucks de Tagaytay, où on a passé 2 heures à parler du futur, de nos envies, de nos plans, et juste à parler entre frères en général, en plein soleil, avec la vue sur le volcan, la vue dégagée, ce panorama magnifique, juste avant de retourner prendre le bus. C'était, comme je le dis, un de mes meilleurs souvenirs aujourd'hui. Alors le coût de ce moment spécifique, parce que le but c'est quand même de voir à quel point la richesse et l'argent impactent le niveau de bonheur, eh bien c'était 11 euros, un ou deux cafés et puis des pâtisseries Starbucks. Alors évidemment, c'était un croisement d'éléments. Depuis toujours et pendant le voyage, je suis dur avec mon frère. Alors forcément, il y a eu des déconvenues, puisqu'au niveau organisation et autonomie, il était encore mauvais à ce point-là. Mais le fait de lui laisser le contrôle, de ne pas intervenir et de me laisser aller, a contribué à la détente relative, au plaisir
et au bonheur du moment. Pendant les 4 mois, j'ai toujours été exigeant avec lui et de façon globale, j'ai toujours été assez exigeant avec mon frère. Alors parfois injustement, faut l'avouer, mais je pense que la finalité a été positive au vu de la trajectoire que prend sa vie actuellement versus la probabilité qu'elle ait prise si il était resté à la fac fin 2023. Donc le bilan, c'est qu'on a eu raison de faire ces 4 mois pour la quantité de souvenirs créés, de plaisir, de bonheur, etc. D'histoire, mais sur le plan financier, j'ai dépensé 3 200 € par mois de moyenne pour les vols, les appartements, la bouffe, les sorties. Donc voilà, accumuler 4 mois de souvenirs et d'histoire et de mémoire avec son frère, ça m'a coûté en moyenne 3 200 € par mois. Deuxième souvenir vraiment important, c'est Portugal et Rome avec Olivier en 2019. En mai 2019, avec mon ami de plus longue date, l'ami que j'ai depuis plus longtemps, qui s'appelle donc Olivier. On a trouvé des billets Bordeaux, Porto, Porto, Lisbonne, Lisbonne, Rome, Rome, Bordeaux pour un total de 89 € chacun. Tout compris, tous les billets compris. Il était en vacances. Moi, je pouvais déjà bosser en ligne. En mai, juin 2019, je commençais déjà à générer un peu d'argent avec mon entreprise. Donc, on est parti, auberge de jeunesse à 10 € la nuit, repas blanc de poulet plus chips plus myrtilles à Lidl tous les jours, c'est ce qu'on a mangé, tous les jours pendant une dizaine de jours. Donc, tout le monde bossait à ce moment-là, c'était en mai 2019, il me semble. Tout le monde bossait, très peu de touristes, à la fois à Porto, à la fois à Lisbonne, à la fois à Rome, vraiment très peu. On a marché 20 000 pas par jour, un peu au hasard dans les villes, comme ça, sans plan précis, sans avoir planifié le voyage. C'était vraiment de l'improvisation totale dans Porto, puis à Lisbonne et à Rome. On discutait non-stop, vraiment, on passait les journées à marcher et à parler vraiment en circuit fermé, c'était exceptionnel, puisque j'étais dans ma phase donc, où je commençais à lire Jordan Peterson et à regarder Maps of Meaning, et où je continue à poncer le stoïcisme, comme je l'ai fait pendant grosso modo 2 ans, 3 ans, de 2017 à 2020. Et après avoir accumulé des connaissances, il fallait que je les partage absolument pour peaufiner ma pensée et la confronter à ses opinions. Donc voilà, on visitait des musées, on s'arrêtait devant des monuments. C'était la toute première fois que je voyais Rome en vrai et c'était vraiment exceptionnel. Je commençais juste à gagner de l'argent avec mon entreprise. On était très jeunes, en phase de transition vers des responsabilités. Lui venait juste d'être diplômé. C'est aussi à ce moment-là que j'ai dessiné, on a commencé à parler d'idées potentielles qui travaillent pour moi à la rentrée de septembre, ce qui s'est passé d'ailleurs. Et donc voilà, c'est ce voyage qui a duré une dizaine de jours, c'est aussi un de mes meilleurs souvenirs, qui a dû me coûter au maximum 450, peut-être 500 € pour les 10 jours de voyage. Maximum, maximum, vraiment. Autre souvenir, ma copine germano-cambodgienne fin 2022, juste après Noël en 2022, j'étais avec mon ami Sylvain à Phnom Penh et j'ai rencontré une fille très jolie, innocente, timide, mais timide de la bonne façon, très enthousiaste et avec qui je me suis vite projeté, comme pouvant avoir une relation sérieuse, long terme avec elle, parce qu'elle cochait énormément de cases. Pendant les 15 jours qu'on a passé ensemble, j'ai rencontré sa mère, elle a vécu chez moi, on est allé à Angkor Wat le 1er janvier, elle rentrait de l'école, on sortait marcher, on allait au cinéma, bref, c'était super. Et j'ai le sentiment d'avoir été amoureux de cette fille-là. Je ne sais pas vraiment ce que veut dire être amoureux, mais disons que si je dois poser une définition sur le fait d'être amoureux, c'est probablement à cette relation que je penserais. Malheureusement, je devais aller à Kuala Lumpur le 10 janvier, donc la séparation a été dure et il a rapidement été question de la faire venir en Europe de l'Est puisque je suis resté 15 jours à Kuala Lumpur. Ensuite, je suis rentré en Europe de l'Est, donc vers février 2023. Et donc j'ai dit, voilà, on va te faire un visa, tu vas venir en Europe de l'Est, vivre avec moi, et on va devenir heureux avec plein d'enfants. Malheureusement, après 6 jours de séparation, où je lui réclamais, donc j'étais à Kuala Lumpur et je lui réclamais son passeport pour faire un visa pour l'Europe de l'Est, le pays dans lequel j'étais à ce moment-là, eh bien, elle a fini par m'avouer qu'elle avait 17 ans et pas les 18 annoncés, et pas les 18 que sa mère m'annonçait non plus. Donc, voilà, et elle me dit, voilà, je savais que si tu avais su que j'avais 17 ans, tu n'aurais pas voulu qu'on se voit, qu'on soit ensemble, qu'elle était désolée. Sur le coup, j'ai réagi brusquement en me disant que si elle me mentait là-dessus, sur son âge, sur un truc aussi important, eh bien, elle pouvait me mentir sur tout le reste. Alors, j'ai mis fin à la relation. Pendant quelques mois, j'ai quand même pensé à retourner à Phnom Penh pour évaluer la situation, pour parler avec elle et ses parents. Au final, j'ai fait le deuil et je garde juste ces 15 jours comme un des meilleurs moments de ma vie. Voilà. Donc pendant les 15 jours, j'ai dépensé au maximum 700 €, toujours dans cette idée de faire une relation entre l'argent dépensé et le niveau de plaisir, la quantité de bonheur obtenu. 700 €, un des meilleurs souvenirs de ma vie. Call of Duty 2010-2013. Alors,
En réinterprétation a posteriori, c'est la période la plus heureuse et la plus épanouie de ma vie entière. J'entendais ça de la part d'un millionnaire de 27 ans, en bonne santé, avec beaucoup d'amis, de relations sociales. La période la plus épanouie et la plus heureuse de ma vie, c'est la période 2010-2013, à jouer à Call of Duty. J'ai le sentiment intime que rien dans le futur ne dépassera jamais le bonheur de ces 3 années. J'avais 12 ans et j'ai commencé sur Black Ops 1, vers la moitié de la saison de Black Ops 1, puis j'ai fait MW3 en entier et jusqu'à la fin de Black Ops 2 avant d'arrêter. On était un groupe de 7, 8 potes à jouer énormément, presque 2000 heures de jeu chacun par an, donc quasiment 1500 heures sur Black Ops 1, 2000 heures sur MW3, 2000 heures sur Black Ops 2, et c'était encore considéré comme le Golden Age de Call of Duty. Aujourd'hui encore, c'est considéré comme le Golden Age, mais évidemment, on le vivait pleinement sans en avoir conscience. On ne savait pas que ça allait s'arrêter un jour. On a eu 3, 4, 5 masterclass, on a eu Code 4, MW2, Black Ops 1, MW3, BO2, à la suite. Donc, on ne pouvait pas imaginer que ça allait s'arrêter. Évidemment, ensuite, il y a Ghost qui est sorti. C'était absolument horrible. Donc, on a tous arrêté. Pendant 3 ans, on vivait Call of Duty non-stop, en discussion à l'école, en cours, en récré, au self. Ça, c'est vraiment les années collège. On passait notre temps à jouer à Call of Duty. On n'écoutait absolument rien en cours. On faisait que parler de ça. C'était absolument génial. Et puis donc, en jouant en ligne le soir, en rentrant et en se retrouvant les week-ends pour faire des tournois, des certos. Si vous n'avez pas vécu ça, si vous n'avez pas vécu la période 2009-2013 de Call of Duty, c'est très compliqué à comprendre que je puisse dire que c'était la meilleure période de ma vie. La camaraderie, l'intérêt commun, l'innocence de la jeunesse, la dopamine et surtout le fait d'exceller véritablement dans un domaine. Alors paradoxalement, les parents, les miens et ceux de tous mes amis étaient inquiets, voire punitifs à ce sujet, alors qu'on était les gosses les plus sociables et les plus heureux qui existent grâce à ce jeu. Donc j'ai la chance d'avoir fait quelques vidéos YouTube à l'époque pour me replonger dans la nostalgie de cette période. Et je vous le dis aujourd'hui, si je devais revivre en boucle infinie 3 années de ma vie, eh bien, je choisirais celle-ci. L'argent, les voyages, les femmes, les fêtes, tout ça, rien ne dépasse ces 3 années à jouer à Call of Duty. Sur le plan financier, eh bien, j'économisais juste mes euros de Noël pour acheter les jeux et les DLC. J'étais au collège, je ne gagnais pas d'argent. Autre souvenir, Kuala Lumpur début 2019. Après un mois à Bangkok fin 2018. Quelques mois après la création de mon entreprise de conseil dans le domaine de la santé, j'ai atterri à Kuala Lumpur. Alors, quelques jours dans une auberge de jeunesse à Kuala Lumpur avec une Bintang, et ensuite je suis allé à Cyberjaya. Et là, j'étais seul. Je n'ai adressé la parole à personne pendant 3 semaines complètes. Je sortais à peine du condo. Je faisais juste dormir, travail, muscu, piscine, lecture, dormir non-stop. Je crois que j'ai même pas eu ma famille au téléphone pendant ces semaines-là. Je parlais quasiment à personne ni avec mes potes par message, ni au téléphone. Vraiment, j'étais obsédé par le fait de travailler, m'entraîner, dormir, travailler, m'entraîner, dormir. Et ça, en tant que tel, c'est un bon souvenir. Vraiment, c'est une phase intéressante de ma vie. C'est quelques semaines qui sont vraiment intenses et pour lesquelles j'ai vraiment de très bons souvenirs. Et puis, je suis allé passer 10 jours à Langkawi. C'était un mercredi vers la deuxième semaine de janvier en 2019. Et après avoir marché 1 heure de l'aéroport jusqu'à mon auberge de jeunesse, donc de l'aéroport de Langkawi, on peut sortir à pied, et j'ai marché pendant 1 heure, 1 heure et demie euh, en plein soleil pour économiser 2,50 € de beurre. Eh bien, j'ai déposé mes affaires à l'auberge de jeunesse, j'ai parlé avec un vieil américain à la retraite qui louait un bungalow à l'année à côté de ma chambre, et puis je suis allé à la plage vers 16h30. Et là, il y avait absolument personne sur la plage, personne dans l'eau, j'étais seul, et c'est là que j'ai eu le plus gros moment de réalisation de ma vie, je pense. À 21 ans, quasiment à sec d'argent, j'avais maximum 1 500 € de côté à ce moment-là, et il fallait que je me paye mon billet de retour, et il fallait que je me paye mon Airbnb à Kuala Lumpur pour les semaines suivantes. Mais voilà, j'avais quasiment plus d'argent et j'avais surtout la quasi-certitude d'en gagner dans les prochaines semaines. Alors j'étais absolument seul au bout du monde, dans l'océan. Personne ne sait où je suis. Les gens que je fréquentais l'année d'avant sont à l'école. Il est 10 heures du matin en France avec le temps pourri et le froid de janvier, à écouter des cours sans intérêt, entouré de gens sans intérêt. Et moi, je suis là. Personne ne le sait, mais je suis là en train de me baigner avec une seule responsabilité, faire marcher mon entreprise. Je n'ai de compte à rendre à personne, personne n'attend rien de moi, personne ne peut rien exiger de moi. Et c'est la simplicité de ma situation et la simplicité du problème que j'avais à résoudre qui rendait ma vie absolument fantastique à ce moment-là.
le contraste avec la vie que je menais un an auparavant et la simplicité de la tâche à accomplir pour pouvoir pérenniser cette vie-là et cette liberté-là. Ça a duré une dizaine de minutes où j'étais dans l'océan vraiment tout seul avec les îles paradisiaques aux alentours et j'ai juste regardé les îles au loin, je regardais la plage, je nageais, j'étais quasiment euphorique, sans déconner, c'est la seule fois de ma vie où c'est arrivé, où j'étais vraiment euphorique, pas de drogue, pas d'alcool, absolument rien. Je sortais la tête du guidon de 3 semaines d'isolement à travailler pour me rendre compte que ça y est, j'y étais, je créais ma liberté et c'était sûr que ça allait fonctionner. Et au niveau de l'argent, à ce moment-là, je dépensais 6 dollars ou 6,50 $ par nuit pour l'auberge de jeunesse et 7 dollars de nourriture par jour. Autre souvenir, la colocation à Budapest de 2020 à 2021. En juin 2020, je suis arrivé à Budapest avec Olivier et Sylvain. On a vécu une année ensemble en colocation quand les prix étaient encore vraiment accessibles, dans un appartement incroyable, parfaitement localisé. Et c'est l'une des périodes de ma vie où j'ai été le plus productif sur le boulot, mais également où ma vie sociale était la plus active et où ma forme physique était exceptionnelle. J'étais le plus fort que je n'ai jamais été, le plus musclé que j'ai jamais été. Vraiment, je dormais bien, je mangeais bien. C'était une année entière de flow. Tout fonctionnait, tout s'est parfaitement aligné, tout était fluide, équilibre parfait entre le travail, la santé, les amitiés, les routines, l'état d'esprit. J'ai aussi passé un cap business puisque mon entreprise a fait 200 000 euros de profit sur cette période. Et en réinterprétation a posteriori, c'était l'année qui cochait le plus de cases que j'ai vécues. Mon niveau de dépenses moyen, c'était 950 € par mois, tout compris, alors que je faisais 17 000 € net par mois. Donc, je dépensais 950 € et j'en gagnais 17 000, d'où une part d'explication de mon patrimoine actuel aussi jeune, parce que j'ai économisé et j'ai réinvesti énormément de l'argent que je gagnais. Autre souvenir, Bangkok et l'Asie en règle générale, fin 2022 avec Sylvain. Après quasiment 2 années sans voyager en dehors de l'Europe à cause des restrictions du rhume 19, la Thaïlande nous a enfin réouvert les portes vers octobre 2022 et j'habitais encore à Budapest, mais plus en colocation à ce moment-là. Depuis plusieurs mois, probablement depuis le mois de juin ou juillet, avec Sylvain, on planifiait de retourner à Bangkok. À ce moment-là, Olivier était en France et j'étais seul avec Sylvain en Europe de l'Est. Finalement, on n'y a été que tous les deux. Et je vous les courte parce que ça se résume en 3 lignes. Alcoolisé à haut niveau quasi quotidiennement pendant 2 mois et demi. 20 heures de travail maximum au total sur les 3 mois. J'ai travaillé 20 heures sur l'intégralité des 3 mois. La routine a été très simple. Réveil à 13 heures, repas avec Sylvain où on débriefait la veille, donc on mangeait au restaurant en se levant. Enfin, lui travaillait, moi je jouais aux échecs à Starbucks sur chess.com en buvant du café l'après-midi. Et ensuite, je ramenais mon ordi à l'appart, j'allais me doucher, je me préparais, on descendait pour boire le premier verre d'alcool à 18 heures, fête jusqu'à 3 heures du matin, puis rentre de la fête accompagné 90% du temps, et sinon, bah, je retrouvais une amie de la veille ou de la semaine d'avant, et puis voilà, coucher à 5 heures du matin, et on recommence le lendemain, lever à 13 heures, etc. La bonne vieille routine. Et on faisait ça entre Bangkok et Ho Chi Minh, aller-retour, aller-retour. Ça a duré 2 mois et demi, quasiment 3 mois, au bout desquels mon corps m'a complètement abandonné. Alors sur le coup, c'était exceptionnel, l'inertie était délirante, on a vécu 10 semaines de débauche complète, mais alors complète, celle que 99% des hommes fantasment de vivre, juste quelques jours, une semaine dans leur vie, ce serait le plus grand rêve. On l'a vécu non-stop pendant 3 mois cette fois-ci. Après, on l'a vécu d'autres fois avant, après. Mais ce moment-là était particulièrement marquant. La rechute, évidemment, elle est ultra violente, mais l'expérience était inoubliable. Donc, j'ai dû dépenser pendant cette période environ 2300 € par mois. À nouveau, pas besoin d'être extrêmement riche pour se souvenir là. Autre souvenir, lecture de Crimes et Châtiments en mars 2020. Alors, comme tout le monde, j'ai été confiné en mars 2020. Je me suis fait expulser d'Asie, renvoyé en France, confiné chez mes parents avec mes frères et sœurs. Alors, ça nous a permis de passer du temps en famille sans aucune contrainte, juste en vivant le moment présent. Et ça, en tant que tel, c'était relativement agréable pendant les premières semaines, avant que je me rende compte que c'était une manipulation globale et que je m'enfuis de France. Cela dit, pendant cette période, je bossais à fond la journée et c'était vraiment bien au niveau focus et je lisais Crimes et Châtiments le soir. Je le lisais sans attente particulière, avec un format d'édition absolument dégueulasse sur un espèce de cahier. C'était vraiment une édition de merde.
Mais je ne me rendais pas compte et je ne savais pas à ce moment-là que ça allait devenir un de mes livres préférés. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel ou de flamboyant dans ce moment, mais c'est aussi la beauté de la vie. Voilà, je peux marquer dans mes meilleurs souvenirs celui d'avant sur l'Asie avec Sylvain fin 2022 et juste après, qui m'a quasiment autant marqué, la lecture de Crime et Châtiment pendant le confinement en 2020. Rentrer de l'usine à 23h30 avec ma Saxo rouge en 2016, c'est extrêmement précis. En 2016, pendant 8 mois, je travaillais dans une usine agroalimentaire. Je faisais des 2-8 avec notamment la deuxième semaine, 16h, minuit. J'ai un souvenir marquant du sentiment de plénitude en rentrant le soir, les soirs où je travaillais d'après-midi, où je terminais à 23h30 minuit. J'avais un shaker de protéines en poudre à la main. Je roulais seul dans ma Saxo rouge de 1992 que j'ai payé 350 euros quelques mois plus tôt. J'avais 10 minutes de trajet dans le noir et le froid avec ma musique. Alors je savais que c'était une phase transitoire de ma vie. J'avais juste 18 ans. Je gagnais 1900 euros par mois. Ma copine de l'époque était encore étudiante. Je m'entraînais le matin, j'étudiais, je venais travailler dans ma tranquillité, sans aucune pression. C'était vraiment tranquille comme travail. J'avais rien à perdre. De toute façon, la zone dans laquelle je vivais c'était bourré de travail et d'intérim. Donc, c'était vraiment tranquillou. Et c'était juste une période agréable de ma vie que je serais prêt à revivre avec plaisir, honnêtement. Terminé le jeu Fly 3 sur PS2. Avant de partir à Bangkok en 2018, j'ai passé 3 semaines chez mes parents. Pendant les 3 semaines, j'étais absolument bouillonnant. Je m'apprêtais à sauter dans le grand bain, à exploser le pattern prévu de études, plus travail, salarié, etc., etc. À 20 ans, avec 3 fois rien de côté et une entreprise qui démarre juste, vraiment, c'était les balbutiements de mon entreprise de conseil dans le domaine de la santé, eh bien, j'allais partir au bout du monde. Ma valise était prête au moins 20 jours, et probablement un mois avant d'y aller. Et un souvenir marquant, c'est que juste avant de partir, la veille de prendre l'avion pour aller à Bangkok, eh bien, j'ai terminé le jeu Sly 3 sur PS2, qui est un jeu exceptionnel, qu'on n'avait jamais réussi à finir avec mon frère quand on était gamin. Voilà, la veille de partir, j'ai terminé le jeu, c'était génial. Je ne vous ai pas dit que c'était des souvenirs absolument exceptionnels, je vous parle des souvenirs qui me reviennent quand je les liste à l'écrit. Et un dernier pour la route, randonnée avec Laurent. En juin 2024, je suis retourné en Europe de l'Est pour clôturer définitivement toutes mes activités, fermer mes comptes bancaires, fermer mes entreprises, etc. Et c'était à nouveau une phase transitoire pendant laquelle je passais de l'Asie à la projection d'une installation en Amérique du Sud où je vis désormais parce que début 2024, quand je suis parti en Asie, c'était quand même pour explorer l'idée de potentiellement m'installer sur long terme dans une ville d'Asie. Au final, ça n'a pas été concluant, donc je me suis rabattu sur une ville d'Amérique latine, là où je vis actuellement. Et donc forcément, ce moment de juin 2024, c'était un moment transitoire où je revenais juste d'Asie avec mon frère et mes amis, et où je passais quelques semaines en Europe de l'Est avant de basculer vers l'Amérique latine, là où je vis actuellement. Et donc, c'était une période où j'avais plein d'idées, plein de projections, de projets, de planification, et c'est globalement les phases que j'adore. Pendant ces 2 semaines, je suis allé faire la première vraie randonnée de ma vie dans les Carpates roumaines avec Laurent, qui lui aussi était en train de planifier son départ d'Europe de l'Est à ce moment-là. Donc, le grand air après des mois en Asie et des discussions particulièrement plaisantes avec Laurent, qui a un profil psychologique très très proche du mien et qui a des intérêts convergents, couplés à l'effort physique, c'était un souvenir vraiment marquant et que je prends de plaisir à me remémorer pardon, régulièrement. Et à nouveau, c'est un souvenir gratuit. Donc, qu'est-ce qu'on voit de tout ça? Est-ce que l'argent ne fait pas le bonheur finalement? Parce que bon voilà, là, souvenir gratuit, ici, souvenir gratuit, revenir du travail. Ici, souvenir gratuit, ou 10 euros pour acheter le livre. Ici, souvenir à 2300 euros par mois. Ici, 950 euros par mois. Ici, souvenir à 13 $. Donc, globalement, on voit que l'écrasante majorité de mes souvenirs coûtent absolument rien et les autres sont vraiment dans un budget qu'on va appeler raisonnable, 1500, 2000, 3000 euros par mois. C'est absolument pas démentiel. Donc, est-ce que l'argent ne fait pas le bonheur? On s'accorde à nouveau pour dire qu'il n'y a pas besoin d'être millionnaire pour vivre la plupart de ces moments de bonheur que je vous ai décrits. La conclusion simpliste, c'est attends, Tristan, si tes meilleurs souvenirs réclament peu d'argent, alors l'argent n'est pas utile. On peut imaginer que tous les meilleurs souvenirs que tu vas accumuler dans les prochaines années, si on se base statistiquement sur tes meilleurs souvenirs des 15 dernières années, statistiquement, et probablement que les souvenirs de tes prochaines années vont te coûter aussi peu cher, voire un peu plus d'argent, mais pas grand-chose. Donc ça n'a aucun intérêt pour toi d'accumuler de l'argent. Et c'est absolument faux, puisque l'argent est un précurseur des plaisirs simples pour moi.
Mon esprit ne m'aurait pas laissé profiter pleinement de ces moments si je n'avais pas un plan en marche pour accumuler du capital. J'ai autant apprécié ces moments parce que je savais que tous mes besoins de base étaient couverts et parce que mon cash flow plus mon capital continuait à augmenter malgré ça. Et l'exemple parlant, c'est les 3 mois de débauche complète que j'ai vécu fin 2022 en Asie. Malgré le fait d'avoir travaillé uniquement 20 heures en 3 mois, j'ai augmenté mon capital de plusieurs dizaines de milliers de dollars parce que mon capital augmentait, les intérêts de mon capital faisaient augmenter le capital initial et parce que mon cash flow était relativement automatisé à ce moment-là. Et donc, malgré 3 mois de débauche complet, ce qui m'a permis de profiter pleinement et de jouir de l'instant de façon euh, complète, c'est le fait que je continue à avoir du cash flow et je continue à avoir de l'argent qui s'accumule. La sensation, elle est absolument différente quand vous êtes dans une phase comme ça de débauche et que l'argent vous brûle les doigts. C'est-à-dire que vous avez un pactole de 10 000 $ et que vous voyez votre argent fondre comme neige au soleil. Vous profitez beaucoup moins, vous êtes beaucoup moins dans la jouissance du moment présent, alors que moi, je pouvais continuer à dépenser de l'argent et malgré ça, les fruits de mon capital continuaient à augmenter jour après jour. Donc, la quantité d'argent dépensé est décorrélée de la qualité et l'intensité de mes meilleurs souvenirs, mais la quantité d'argent sous-jacente à disposition permet à mon esprit d'être suffisamment apaisé pour ne pas être pollué par l'angoisse de manquer. Égal, profitez du moment. Si vous avez 2 minutes pour y réfléchir, faites le calcul du coût moyen de vos meilleurs souvenirs et partagez cette somme en commentaire.